Ça vous dirait de faire le tour des plus beaux lacs d'Europe? Allez, c'est parti. Direction le Bourget, le plus grand lac français. Ah bah oui, je comprends mieux le concept de fanal, de phare. L'occasion de traverser les Alpes, direction la Lombardie, pour déguster le célèbre toc sur les bords du lac de Caume. Contrairement aux apparences, ça n'est pas de la polenta. Enfin, c'est un début de polenta et alors après, il y a toute une alchimie avec du beurre, du fromage local. De la Savoie à l'Italie, en passant par les fjords du Monténégro. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on a quitté un univers en bas avec des palmiers, des orangers. Il faisait 21 degrés et là, ça caille vraiment. Embarquement pour un voyage poétique entre l'eau, la mer et la montagne. Notre périple commence à Aix-les-Bains, sur les rives du très romantique lac du Bourget, où Laurent décide de faire escale dans les jardins ensoleillés de l'abbaye de Hautecombe. De quoi prendre un petit bain d'histoire et de spiritualité en profitant d'une des résidences de la lignée des ducs de Savoie. Ils avaient une belle vue quand même, hein. Une abbaye somptueuse qui a vu passer plus de 8 siècles d'histoire. Un édifice d'abord habité par des cisterciens venus chercher la quiétude des montagnes toutes proches. Qu'est-ce qui explique qu'on soit aussi bien installé? Cela dit, les abbayes sont souvent dans des endroits magnifiques. C'est indispensable en fait d'avoir beaucoup d'espace et de volume, parce que parmi les vœux que prononcent les religieux, il y a le vœu de stabilité, c'est-à-dire le fait de savoir qu'on va passer toute sa vie pratiquement au même endroit. Ouais. Et ça, c'est une chose qui est difficile à supporter et qui est beaucoup plus supportable quand on a des espaces importants qui sont un peu en contraste avec la cellule dans laquelle on vit, qui est une petite chambre à petite échelle. Ouais. Donc il faut des grands espaces à grande échelle. Et en plus, avec ici le paysage, on est servi pour la grande échelle. Plutôt pas mal, oui, pour la méditation. Et alors donc là, les moines, et puis là, les appartements royaux. Voilà, c'est ça. À l'époque, la Savoie est encore piémontaise quand la famille royale décide de s'installer aux côtés des moines de Hautecombe. S'entame alors une longue cohabitation entre la cour et les ecclésiastiques. C'est assez sobre en fait, la partie royale, la résidence du roi. Oui, c'est tout à fait dans l'esprit du reste du bâtiment. Il n'y a pas de raison tout d'un coup de dire attention, je suis là. D'autant plus que quand le roi vient, c'est plutôt pour faire des prières et mener la vie, sinon des moines, du moins à réfléchir. C'est un moment de spiritualité pour lui, c'est pas un moment de... C'est pas Versailles. Voilà. Au-delà de la beauté du site, en fait, la famille royale de Savoie joue une carte politique en s'installant sur le lac au carrefour européen des grands pays qui l'entourent. Ainsi, la reine Marie-Christine et son époux Charles-Félix entretiennent l'abbaye et aménagent cette drôle de tour qui surplombe le lac comme un phare. D'ailleurs, ça ressemble vraiment à quelque chose de marin, de maritime, cette pièce. Oui. C'est étrange. La reine Marie-Christine était un peu loin de la mer. Elle avait peut-être envie d'avoir l'air d'être dans un bateau. Alors, il paraît qu'elle était là et qu'elle faisait comme si elle était dans un bateau. Alors, on est quand même à la montagne, Oui, tout à fait. ou en bas des montagnes, et le lac est un lac dangereux. C'est pas du tout un petit truc en étang avec des carpes qui vous regardent. Mais on va aller voir en haut parce que je crois que c'est encore plus visible Oui. là-haut. C'est là, il y a une porte, je crois. Hein. Oui, c'est là, je crois. Ils sont bien dissimulés. Hein. Je vous laisse passer devant. Oui, on va y arriver. Là, on arrive en haut du mât, effectivement. Ah bah oui, je comprends mieux le concept de fanal, de phare. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on a fabriqué une tour un peu ludique, un petit peu tape à l'œil, dans un lieu sacré, une abbaye, voire même un tombeau, puisque ici c'est le tombeau de la famille de Savoie. Voilà, c'est ça. Ils ont plusieurs tombeaux, mais c'est un des endroits où il y a le plus de monde, si j'ose dire. Et vous avez l'Europe entière qui est enterrée ici. Ah oui, quand même. Parce que la famille de Savoie savait très bien organiser sa survie, si j'ose dire, parce qu'ils étaient coincés entre plusieurs pays importants, dont la France. Et ici, le phare, il est décoratif. C'est le 19e siècle, c'est l'époque troubadour, c'est le retour au gothique, c'est Walter Scott, etc. Bel endroit quand même. Hein. L'environnement exceptionnel en fait encore un lieu très vivant. Un site qui reçoit de nombreux touristes évidemment, mais pas seulement. Hautecombe est aussi le berceau d'une communauté mixte, faite d'une petite centaine de jeunes séminaristes venus étudier la Bible ou simplement vivre une retraite spirituelle. Samuel, ce qui m'a frappé ici, c'est l'âge moyen de cette communauté. Tu as une trentaine d'années et tu es l'un des plus anciens. Oui, les plus anciens, c'est vrai, dans ce lieu.
Beaucoup sont des jeunes qui viennent découvrir la communauté et qui commencent leurs premières années ici, dans ce lieu. Oui. Et ils viennent du monde entier. Hein. Ah oui, ici, on a 16 nationalités qui étaient présentes cette année, Ouais. d'Afrique, d'Amérique et puis d'autres différents pays européens. Oui. Entre 40 et 90 jeunes, entre 18 et 30 ans, ça fait la fête quand même un petit peu. Enfin, ça vit, ça s'amuse, ça rigole. Je veux dire, on est loin de l'image qu'on se fait de la vie monacale. La première chose qui m'a marqué, ici en arrivant il y a 2 ans, c'est la joie qui y régnait. C'est pas une joie exubérante ou parfois qu'on peut vivre dans telle ou telle soirée où les personnes ont bien bu, mais c'est une joie du quotidien, tout simple, une joie de partager ensemble, de vivre ensemble. Et je pense que le secret, il est dans la fraternité, dans les liens simples, où on sait qu'on peut être en vérité, et donc personne ne se retient de rire, de partager, et même de partager parfois ses limites, ses souffrances. Cette quête de spiritualité a toujours inspiré les visiteurs de Hautecombe. Ainsi, au XIXe siècle, le lac devient le décor des plus grandes œuvres romantiques, comme celle d'un certain Alphonse de Lamartine. C'est vrai qu'on dit que le lac du Bourget est l'un des hauts lieux du romantisme en France, mais il y a une raison à ça, Béatrice. C'est vrai, il y a une raison historique, puisque c'est ici qu'est née la poésie romantique française avec Alphonse de Lamartine, qui a écrit beaucoup de ses poèmes, des méditations poétiques, dont le fameux Lac. Et en fait, c'est une histoire palpitante. Hein. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant que tu vas nous raconter. Oui, c'est une histoire forte, intéressante, qui va donner naissance à cette poésie. Puissante, forte, mais triste quand même. C'est le romantisme. C'est le romantisme. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Le lac du Bourget est encore empreint de ces vers 2 siècles plus tard. C'est aussi le décor du roman Raphaël, dans lequel Lamartine évoque son histoire d'amour avec sa maîtresse, Julie Charles. L'écrivain romantique fit à Hautecombe la connaissance de celle qui allait devenir sa muse jusqu'à la fin de sa vie. La sauve de la noyade, dans un contexte radicalement différent de celui d'aujourd'hui. C'est la tempête, on est au mois d'octobre, et il emmène une Julie glacée par l'eau du lac, se reposer dans une maison probablement au-dessus de la grange batelière. Donc on est dans le cadre magnifique de cette abbaye d'Hautecombe, qui, il faut le rappeler, à ce moment-là, en tous les cas pour la partie église, qu'on voit très bien ici, était en ruine. Donc ce côté de ruine médiévale au bord d'un lac sauvage, c'est quelque chose de très romantique. L'histoire d'amour entre Lamartine et Julie Charles ne dure que 2 semaines, mais marque le poète jusqu'à la fin de ses jours, rendant le lac du Bourget et le romantisme français indissociables. Ce qui est extraordinaire surtout, c'est que, oui, il est là, mais c'est surtout de regarder ce qu'il contemple pour l'éternité et de se rappeler que Lamartine est fasciné par les montagnes. Montagnes qui sont jamais aussi belles à ses yeux que lorsqu'elles se reflètent dans les eaux d'un lac. Donc là, c'est tout ce qu'il aime, quoi. Le lac de Caume, l'Italie des villas prestigieuses, des hôtels luxueux, la Riviera des Alpes quoi. Mais c'est aussi l'occasion de goûter à l'authentique toc. Alors pour cela, il faut d'abord passer de l'autre côté pour atteindre le délicieux village de Bellagio. Des boutiques de luxe, des beaux foulards et de belles cravates de soie, c'est la classe italienne et le paradis du shopping. Les Américains en raffolent. Alors moi, non merci. Je préfère fuir la horde de touristes pour chercher en montagne un peu d'authenticité. Et alors là, j'ai trouvé un truc, on ne peut pas faire mieux. Enfin une petite auberge de montagne où l'on parle un patois d'ici, autour d'un plat d'ici, avec des gens d'ici. C'est prêt? Terminato? Non, pas encore. Ça, c'est un plat traditionnel d'ici, qu'on utilisait après les travaux au champ. Toute la famille se réunissait comme ça, là d'ailleurs, autour d'une table.
Et contrairement aux apparences, ça n'est pas de la polenta. Enfin, c'est un début de polenta, et alors après, il y a toute une alchimie avec du beurre, du fromage local. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Hein. C'est pas de la polenta. Si, mais maintenant c'est devenu le toc. Vu qu'on a ajouté du beurre et du fromage, on appelle ça le toc, un plat typique de Bellagio. Alors donc, ça est toc, comme toccato, touché. En italien, ça n'est pas roulé sous les aisselles, mais avec cette drôle de machine, parce que voyez-vous, on mange ça avec les doigts. Et l'enjeu de la préparation est d'obtenir la bonne consistance. Il faut de la force, hein, c'est physique. Muy difficile. No. Tu veux essayer? Explique-moi. C'est dur. Sì, così, guarda, aspetta, ti faccio vedere. Ça. Ah oui, c'est super lourd. Hein. Bravo, bravo. Ouais. C'est mieux si toi tu le fais. Ça a l'air léger. Il y a un petit peu de fromage, un petit peu de beurre. On en est à ça de beurre à peu près. Molto formaggio. Ah, encore? Tout? Moi? Moi, sì, tu. Ouais, un petit peu de fromage parce qu'au début c'était plat. Hein. 250 grammes de beurre et 250 grammes de fromage par personne. Ah, Voilà, merci. c'est tout? Bon. Ça sent le plat roboratif quand même. Hein. Icha. Et pour trouver tout ce beurre et ce fromage, pas besoin d'aller bien loin. Ils sont produits là, dans le champ d'à côté, à la ferme familiale. Et c'est Isacco, le frère du cuisinier, qui s'occupe des 3 vaches et des 2 cochons. Nous sommes une toute petite exploitation, typique des fermes de cette zone de montagne. En fait, nous sommes à 800 mètres d'altitude et c'est difficile ici de travailler et de faire du foin. Dans les années 60, l'agriculture de montagne a connu un large déclin, heureusement remplacé par l'activité touristique du lac de Côme. La chance d'avoir le lac, c'est qu'avec le tourisme, c'est plus facile de travailler comme serveur, comme barman ou en cuisine. Ça peut aider, ça offre une alternative. Parce que bon, quand même, ici c'est parfois difficile de boucler ses fins de mois. Mais malgré tout, Isacco et sa famille s'accrochent à leur ferme qu'ils ne quitteraient pour rien au monde. Moi j'ai eu la chance de naître dans une famille où tout le monde était paysan. C'est notre identité. Et tant que j'en aurai la possibilité, je continuerai dans cette activité. C'est une forme d'orgueil finalement. Bon, après une bonne matinée de travail au champ, rien de tel qu'un bon repas bien consistant. Et ça tombe bien car après 3 heures de cuisson lente, notre spécialité beurre-fromage est enfin prête. Et toc? Il toc è C'est le nom pronto. du plat, toc. Nous allons pouvoir déguster dans les règles de l'art. Comment on fait alors? Comment ça marche? Come devo fare? Dunque, si fa così. Alors regarde, tu fais comme ça. Tu prends la cuillère, tu la remplis à moitié en la tournant comme ça. Tu l'enroules et ça fait une petite boule. Così. C'est chaud? No. Non? Et après? Et une fois qu'elle est bien formée, hop, tu la manges. Si mangia. Communauté et partage, c'est tout le symbole de la dégustation du toc. Agrémenté de charcuterie locale et de petits poissons séchés venus tout droit du lac de Côme, car c'est d'abord un repas de fête. Toi, tu fais des boules de neige. Sì, anche. Io non so il motivo. Bah oui, però je ne sais sin pas da trop pourquoi. piccoli, Mais quando quand on si était petit, mangia nos il parents nous disaient d'en prendre un piatto, peu, I genitori ci hanno insegnato a prendere poco alla volta, a farne una de faire une pallina petite boule e a et servirci de manger lentamente, lentement. perché se ne mangi tanto, Parce que si tu manges trop vite, in après, fretta, tu ne manges ti plus riempi rien. subito. Non mangi più niente del resto. Non mangi più Ni le poisson, ni la charcuterie. non mangi più il salame. Allez, il faut tout finir. Ah non, je crois pas. Ma dopo a dormire, On va non faire a la lavorare. sieste. Moi, je vais faire la sieste. Salut. Salute. 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 Et viva Italia. Viva Italia. Viva Italia. Il lago di Como. Et viva la France.
Viva Francia, viva Italia et bienvenue de l'autre côté de l'Adriatique, direction le Monténégro, un petit pays des Balkans qui abrite des montagnes accidentées au-dessus des fjords que l'on suit depuis la mer. Attention Laurent, au niveau météo, ce n'est pas la Norvège, mais là-haut il ne fait pas chaud non plus. Dobar dan, kako si Vuk? Dobro, Laurent. Bien, t'as progressé en serbo-croate, je vois. Je Parfait. connais 2 mots maintenant. Tiens, donne-moi la main. Ouais, Attends un peu. je voudrais éviter de goûter l'eau du fjord Oui, oui, tout de suite. à cette saison. Ça va? Bien, et toi? Alors on dit que le temps change vite en montagne, mais il change vite au bord de la mer aussi. Hein. Également, vu que la montagne est juste à côté de la mer ici. Ouais. On va pouvoir monter, tu crois? Oui, oui, je vais te faire découvrir. Le temps s'est dégagé, on va découvrir la montagne Lovchen. Lovchen, c'est un symbole ici. Et de là-haut, si ça se passe bien, on voit tous les plus beaux sommets du Monténégro. Également la côte et tous les sommets qui sont dans l'arrière-pays. Allez, on y va avant que le nuage arrive. C'est parti. La plupart des gens qui découvrent Kotor pour la première fois arrivent par la mer, comme sur le bateau qu'on a vu. Oui, en général, ou par les routes environnantes du fjord. On prend la montagne de plein fouet comme ça, on s'encastre dans le fjord, et puis d'un seul coup, tu as ces montagnes qui surplombent à plus de 1700 mètres, 1800 mètres, autour même du fjord et de la mer. C'est quoi? Ah, c'est des orangers, ça? Oui, c'est des orangers. Dans la ville, il y a plein de jardins, également Suspendus sur les des toits. oranges. Oui. C'est génial. C'est celles de l'année dernière, elles sont encore là sur les arbres. Mais pas le temps de s'attarder à Kotor, comme le font les milliers de touristes déversés quotidiennement par les paquebots, car juste au-dessus de la ville, à 1700 mètres d'altitude, le massif du Lovchen permet d'embrasser d'un seul coup d'œil la quasi-totalité du pays et de comprendre le lien étroit qui unit, sur cette côte, la mer et la montagne. T'es sûr que c'est le bon chemin, là? Oui, oui. Ouais. Un peu difficile, mais le vrai. Eh ben dis donc, Hein? c'est de la montagne. Hein. Ah oui, Ce oui. qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on a quitté un univers en bas avec des palmiers, des orangers. Il faisait 21 degrés et là, ça caille vraiment. Là, oui, oui, ça caille. On a perdu au moins 10 degrés de différence. Et on a pris 1000 mètres 1000 d'altitude. 1000 mètres. Alors là, il y a un chemin, c'est un chemin de randonnée pour les touristes, non? Non, pas du tout. C'est un chemin, comme on l'appelle ici, route de commerce. Parce que depuis l'âge, le Moyen-Âge, se faisait le commerce entre le village, qui est juste derrière le col, et Kotor, la fameuse marine qui est en bas au pied de la montagne. Donc ça veut dire qu'il y avait en fait un rapport entre la montagne et la mer, un rapport direct. Plus que serré même le rapport, parce que les produits qui venaient par la mer étaient ramenés au village, et au contraire, le produit clé, les viandes séchées, salées, fumées, qui justement fournissaient la marine et les bateaux. Alors ils échangeaient quoi en fait? Du jambon contre quoi? Des poissons? Contre beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas produire dans la montagne, mais surtout le sel, c'était très important pour produire les viandes séchées, salées, fumées. Et c'est ainsi que le village de Niegushi connut une notoriété exceptionnelle dans les Balkans, grâce au commerce du jambon et aux échanges avec les bateaux. Une tradition qui se perpétue encore aujourd'hui. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Qu'est-ce que vous faites? Mio. Mio? Popović. Laurent. Mio. To je Dobar moja dan. majka. Vida Popović. Znači ja sam sad upravo skinuo jednu... Je viens juste de descendre un jambon fumé de Nieguchi. Ovo je jedna naša Et nous sommes ici stara dans un de nos séchoirs traditionnels, u kojoj se radi où l'on sèche le jambon de cette façon depuis 100 plus godina de 100 možda ans. ovaj način sušenja pršute. Et vous, vous donnez encore un coup de main à votre fils alors? Je ne peux plus beaucoup l'aider, mais je supervise tout ce qu'il fait. Je le surveille. Elle a beaucoup d'expérience et m'apprend beaucoup de petites choses. C'est elle qui me dit si le jambon a la bonne couleur, s'il est suffisamment sec et suffisamment salé. Autrefois, on fumait non seulement du jambon, mais également de la castradina, de la viande séchée d'agneau. Et on vivait tous de ça. Ici, dans ce village si proche de la mer, vous vous sentez plutôt montagnard ou marin? On se sent plus montagnard. Mais le fait de commercer avec les gens qui vivent dans les Bouches de Kotor et avec les Italiens fait que certains mots italiens ont été intégrés dans notre façon de parler. Mais on reste des montagnards.
Retour en France pour une petite leçon de plongée dans les eaux claires du lac d'Annecy. Quelque chose me dit, Laurent, que tu vas devoir t'initier à une de ces expériences dont tu as le secret. Alors voilà encore quelque chose que je fais uniquement pour vous faire plaisir et c'est vraiment la première fois. Salut Julien. Salut Laurent. T'as tout préparé? Eh ben écoute, je suis en train de préparer ton équipement. Parce qu'il va falloir que je m'habille comme ça? Bah oui, ouais. Et oui. Oui, oui. Tu sais que c'est une vraie première fois pour moi, attention. Hein. Ouais, je suis au courant. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Il te l'a dit, le réalisateur, il veut pas y aller, mais il va falloir qu'il y aille et tout ça. Ouais, il faut... Voilà, c'est bon. On est bon, on a tout ce qu'il faut. On va plonger. Allez. Par précaution, j'ai demandé la taille XL, pour que ça ne fasse pas trop serré. Et voilà, l'homme grenouille. Pas un peu grand. Comme ça. Pourquoi ils rigolent tous Mais parce qu'ils sont pas à ta place. Les combinaisons moulantes, vous reconnaîtrez que ça n'est pas toujours facile à porter, surtout quand on n'a pas l'habitude. Alors, est-ce que je suis bien ou est-ce que... Oui, je suis bien. T'es pas pire, quoi. C'est marrant, j'ai pas l'impression d'avoir le même look que toi. C'est pas présentable. Alors, je sais pas si c'est une question de stature ou de... Non, moi je trouve que t'as une sacrée classe. Ouais. Mais regarde. Étape numéro 2, la bouteille d'oxygène. Comme ça n'a pas l'air trop lourd, mais en fait, ça pèse 25 kilos. Ça pèse un homme mort, ce truc. Comme ça? Ouais, prends un air genre... Voilà. C'est bon, là? Ouais, là t'es top. Ça va. Super. Là, tu vois, j'ai un peu l'impression d'aller faire du ski au mois d'août en plein Sahara. Parce qu'il fait pas froid. Hein. Et c'est parti pour une exploration en profondeur du lac d'Annecy. Sur le petit bateau pointu de Julien, on se croirait maintenant en Méditerranée. La Grande Bleue des Alpes, à la couleur vert turquoise. Ça ressemble même au Calanque, regardez là. Il y a des gens qui ont débarqué sur une petite crique. Quand même incroyable. Cette partie-là du lac, c'est vraiment une partie sauvage et préservée parce que, comme je te disais, c'est une réserve naturelle ici. Ouais. Alors que c'est vrai quand même que toutes les côtes partout ailleurs, sauf peut-être là-bas en face, sont urbanisées. Tout le tour du lac est urbanisé. Tu as vraiment cette partie-là qui est un peu un territoire à part, à tel point que tu retrouves des espèces d'arbres dans cette forêt-là que tu retrouves seulement en Méditerranée après. Nous arrivons maintenant dans la petite baie du Jet de la Rose, au pied du roc de Cher. C'est bon. Ok, super. Et dans ce cadre de rêve, mon baptême de plongée va pouvoir commencer avec le briefing d'usage. C'est quoi ça? Ah oui, mais oui, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà la bête. Ouais. Voilà, sous l'eau on va communiquer. Ouais. Très simple, hein, c'est binaire, ça va ou ça va pas. Ouais. D'accord. Donc ça c'est tout va bien. Ça c'est super. Ok. Et ça c'est ça va pas. Et il n'y a pas ça va pas du tout? Il y a ça va pas ou ça va. D'accord. Faut choisir ton camp. Ok. Bon, allez, à tout à l'heure les amis. Fais des bulles. Voilà, merci. Ben écoute, merci Julien. Bah, ça m'a fait L'émission est plaisir, terminée. hein. Bon, il faut continuer. Au début, je m'agrippe à Julien, car la bouteille d'oxygène me déséquilibre. Et puis il me faut un peu de temps pour comprendre comment respirer, oublier mes appréhensions et enfin, lâcher prise. Je ne vais pas descendre bien profondément, 4 mètres tout au plus. Mais pour les plongeurs experts, le lac d'Annecy recèle un trésor, une épave de bateau sous 42 mètres de fond. C'est l'épave du France, un bateau à roue à aube et à vapeur des années 30. Une nuit de mars 1971, il a coulé alors qu'il était au mouillage dans de mystérieuses circonstances. Aujourd'hui, Julien le fait visiter à des plongeurs venus du monde entier. Moi, je n'ai pas encore le niveau. Un jour,
Peut-être.